plaisir d'être au Réaxo, bien évidemment. C'est toujours un grand congrès, moi je trouve. C'est un grand congrès régional et en plus, ce sont des soirées toujours mémorables. Donc, ça, c'est un autre problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de l'office surgery, il faudrait en fait préciser un titre beaucoup plus grand, c'est-à-dire office surgery, modèle français, faisceau wallante pour du canal carpien ou des petites interventions à la main. Bon, je vous la fais en courte, parce que globalement, si on regarde la littérature et on rentre sur un modèle d'office-based surgery, pour lequel il faut faire une office-based anesthesia, là, on a un problème. Et je vais vous montrer que globalement, l'idée de départ, c'est, là aussi je vous la fais en courte, plus d'anesthésistes, ouf, ils sont un peu lourds quoi, ma liberté chirurgicale, je gère facile. Globalement, c'est ça au départ. Et très bien. Et Olivier nous a très brillamment montré que ça avait un impact également sur les coûts, sur la façon dont l'expérience patient, et cetera. En fait, c'est un modèle beaucoup plus complexe, de faire de l'office-based surgery comme on est, censé la faire. Alors, si on regarde les pratiques, sur le plan, mondial et essentiellement ce qui se passe aux États-Unis, je ne sais pas pour vous dire que globalement ce modèle-là est parti des États-Unis pour arriver, en Europe. Bah, vous voyez, c'est en gros 62 millions d'anesthésie, soit sous le modèle hospitalier clinique ou sur le modèle ambulatoire et vous voyez qu'il y a quand même 12 millions d'anesthésies faites enfin d'anesthésie et de chirurgie pardon, faites aux, États-Unis sur le modèle office based. Donc c'est quelque chose de très conséquent. Heu, alors on a, tendance à être poussé, en France pour faire ce modèle-là. Faut pas se leurrer, hein. C'est-à-dire que quand on a, le virage ambulatoire qui a été pris avec, cet axe politique, de stratégie ambulatoire, au niveau national, il y a très clairement, dans, ce guide du virage, ambulatoire pour un développement, sécurisé et cetera, une ligne sur la réglementation de la chirurgie en cabinet, le terme que n'aime pas Olivier, il a raison, donc de l'office surgery, en proposant un niveau d'environnement technique adéquat permettant la maîtrise des risques et garantissant la qualité des soins. Voilà, ça c'est dit déjà, c'est posé. Sécurité, qualité. Alors, heu, qu'est-ce qui oppose finalement chirurgie ambulatoire et office-based surgery, modèle français, encore une fois, hein? Eh bien, c'est globalement, d'un côté, bon, le retour à domicile, enfin, vous connaissez par cœur, la chirurgie, la prise en charge d'une heure inférieure à égale à 12 heures, l'intervention au sein d'un bloc opératoire, dédié et puis les moyens d'anesthésie utilisés, y compris l'anesthésie générale, mais qui sont dans le cadre d'une sortie rapide et cetera. Tout ça, c'est extrêmement, codifié. L'office surgery, pour l'instant, pas de vraie définition ni de vraies recommandations, même s'il y en a quelques-unes des sociétés savantes, c'est une évidence. Des actes techniques interventionnels qui sont censés être considérés comme mineurs, mais encore une fois sur le modèle français. Et puis, une anesthésie, alors ça c'est bien noté, qui ne modifie en rien les fonctions vitales et ne nécessite pas la présence d'un anesthésiste. Bon, OK. Enfin, quand même, je vous rappelle ici, que si on tue plus un malade sur 1000 en anesthésie, c'est quand même qu'on a fait des progrès monumentaux qui font que globalement, quand même, la sécurisation de la prise en charge des patients est liée à l'anesthésie-réanimation et aux progrès chirurgicaux indéniablement. Donc on va juste y revenir parce que donc on a une sorte de mouvance entre 3 grandes, balances et on va vers, des accès, externes. Et puis quand on regarde les exemples d'actes qu'on commence à avoir sur cet office based surgery, encore une fois modèle français, parce que si vous regardez les exemples américains, alors là ils font de tout, hein. Ils en sont à faire de la colectomie bientôt en office based surgery. Mais après vous allez voir les conséquences quand même, hein. Donc alors les chirurgies de la main, bon, on a un hyper spécialiste avec nous, ce matin. Chirurgie plastique, esthétique, certains actes de gynécologie, maxillofaciale, évidemment l'ophtalmo, bon la chirurgie de la cataracte, bien évidemment et puis la chirurgie vasculaire, notamment les varices. Bon, donc on se dit: «Bah, après tout, pourquoi pas?» mais ça commence à faire déjà, un petit peu d'actes et on se dit quand même,
il y a quand même déjà quelques modèles ici chirurgicaux sur des patients qui seraient porteurs de comorbidités majeures. Je ne suis pas persuadé que se passer complètement de la vision, à un moment donné, ne serait-ce que jeter un œil d'un anesthésiste réanimateur, ce soit les choses les plus remarquables. Alors, regardons ce que pense on en a un exemple ici, un chirurgien orthopédique très spécialisé, mais là, par exemple, j'ai pris un collègue qui travaille, peu importe son nom, il fait de l'ophtalmo. Et il dit voilà, nous, on a créé donc de l'office surgery dans un bloc autonome. C'est paru très récemment, il y a un mois, dans WhatsApp Doc. Au bloc opératoire autonome, la prise en charge est rapide, sans anesthésiste. Le patient arrive debout et repart debout. Bon, ça, on le fait chez nous, les anesthésistes, hein, on repart debout, on machine debout, ils arrivent habillés. Ça, c'est des choses qui sont jouables. Bon, alors, c'est un bloc opératoire sans anesthésiste. Alors ça, c'est répété toutes les phrases, avec uniquement un chirurgien. Très bien. Mais dans les mêmes conditions d'asepsie de sécurité qu'un bloc classique, on a transformé une simple salle de consultation. Ce que tu viens de nous dire, globalement, enfin, avec une amélioration, bien évidemment, et des règles de sécurité, d'asepsie, etc. Rien à dire là-dessus. C'est un bloc qui sera dédié aux patients qui n'auraient pas de consultation d'anesthésie. Bon, on l'a compris à la fin. Comme il ne voit pas d'anesthésiste, le patient n'est pas à jeun. OK. Donc, ouais, mais en même temps, bon, c'est pas nous qui disons il faut absolument que tu sois à jeun. Le problème, c'est qu'à un moment donné, soit il y a une nécessité d'être à jeun, soit il n'y a pas de nécessité, mais c'est pas parce qu'il voit un anesthésiste qu'il est à jeun. Bon, avec de l'IA, là, je vois qu'il y a Maurice, on pourra autonomiser le tri des patients, tout ça, mais ça, c'est très bien. Et puis, alors, la phrase de la fin qui est géniale, c'est il n'y a aucune différence avec le bloc classique. Simplement, il est seul, OK, sans anesthésiste, mais toujours avec une IBOD. OK. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, les anesthésistes sont pas loin. Ah, bah oui, quand même. C'est sûr, quand même, on sert un peu à quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça merde, quand même, heureusement qu'ils sont là, quoi. Donc, c'est ça, moi, j'ai toujours été assez étonné. Et alors, encore une fois, euh, si on a la vue d'un prisme uniquement sur un type de spécialité, sur une intervention, bon, à la limite, mais si on commence à regarder véritablement ce que peut être l'office-based surgery, parce que ça, il faut faire attention. C'est pas simplement quand on est hyper spécialiste, d'une technique, comme l'est Olivier, chirurgie de la main, ils font ça parfaitement, ils font une tumescente, bon, en sachant que la tumescente, le Wallant, alors je veux bien que monsieur Lalonde ait réinventé ça, mais enfin la tumescente, il y a un chapitre entier, dans le Pochet Labatte de 1923. Donc sur, le risque que on fasse quand même un élargissement d'un certain nombre d'indications. Ici, par exemple, bon, c'est un des cas qui ont défrayé la chronique ces 5 dernières années, un décès dans un cabinet dentaire, voilà, et il y avait une petite sédation qui avait été faite par un anesthésiste qui était par là. Sauf que l'anesthésiste, il est au milieu de trois chirurgiens dentistes, et voilà, il a fait une sédation. Mais le problème, c'est que la sédation accompagnée d'un nombre de carpules absolument phénoménal d'articaïne, je crois qu'il a pris 8 et 6, 14 carpules d'articaïne associées à un patient qui prenait du Ritmol, bah, ce qui devait arriver arriva, au bout d'un moment, arrêt cardiaque. Donc ça, c'est un des problèmes, mais il faut faire attention, bien évidemment. Si on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, on a énormément de papiers qui nous dit bon, à qui c'est la faute finalement, parce qu'il y a beaucoup de parties de chirurgie plastique, par exemple, aux États-Unis en office-based surgery, et on dit ben, en gros, tous les morts qu'on voit là, ben, c'est lié en fait soit aux chirurgiens plastiques qui font peut-être un peu plus que ce qu'ils devraient, c'est-à-dire on balance de l'lidocaïne diluée, etc., pour faire les abdominoplasties, enfin on en fait, et puis l'anesthésiste qui sédate à côté, etc. Et donc voilà, il y a des morts. Et quand on regarde, on compare ambulatory surgery et office-based surgery en termes de mortalité pour 100 000, vous voyez que la mortalité dans l'office-based surgery est simplement multipliée par 10. Bon, voilà, juste pour vous dire que attention aux dérives. Moi, je suis là pour ça, hein. Puis en plus, c'est un jeu de rôle, hein, mais je suis là pour ça. Évidemment que ce que fait Olivier à Nîmes, c'est très bien. Mais si je me mets à la place d'un législateur qui dirait bah, allez-y, maintenant, office-based surgery, faites ce que vous avez à faire, on va arriver à des choses comme ça. Parce que forcément, il va y avoir des dérives. C'est une évidence. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et d'ailleurs, le Mayo Clinic Proceeding de cette année nous dit office-based surgery, est-ce qu'on paye finalement trop cher le prix
pour avoir accès aux soins et un avantage, une convenience, c'est-à-dire, une accessibilité, améliorée et pour pas avoir des listes d'attente, trop longues. En fait, c'est ça, je vous la fais en cours. Donc bien évidemment, moi, j'essaye d'être, evidence-based medicine et je reprends la plus grosse étude qui a été publiée dans Archival Surgery. Alors elle date un peu, mais en fait, on a très, très peu de grosses études qui comparent, les choses et cette grosse, review méta-analytique sur, les outcomes, des, chirurgies qui sont faites soit en ambulatoire, soit en office-based surgery, encore une fois, montre clairement que la mortalité est multipliée entre 5 et 10 par rapport à, des centres de chirurgie ambulatoire. Donc attention, le contre pour moi veut dire, ne laissons pas partir, cette office-based surgery, dans des indications qui ne seraient pas, les indications idoines. Alors j'ai repris cette, diapositive de la même personne, je pense, que toi, Olivier. Et donc, dans cette petite, revue là qui avait été faite, de ce collègue, juste il montrait qu'il y avait quand même des améliorations et que malgré tout, la, littérature américaine montrait, des choses qui sont améliorées. Alors pourquoi je vous ai mis ça et qui est illisible? C'est que finalement, il y avait tellement de peur dans tout ça que l'American Society of Anesthesiologists, hein, par le bureau de l'IPSF, de la Safety Foundation de l'ASA, a dit, bon, écoutez, si vous voulez faire de l'office-based surgery et de l'office-based anesthésia à côté, c'est-à-dire un anesthésiste qui est pas trop loin, qui est sur plusieurs cabinets de chirurgie, il faut appliquer tout ça. Parce que si vous ne le faites pas, on va arriver à des catastrophes. Alors, vous voyez, il y a des tas d'applicabilités, hein, quality of care, dans quel type de pièce on doit le faire, comment on doit s'occuper du patient et le voir avant, comment on fait la médecine toute la période périopératoire, quels sont les monitoring et les équipements, même si c'est pas de la MAC, hein, c'est pas de la monitoring d'anesthésia care, mais tout de même, il y a un certain nombre de choses à respecter. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs office-based surgery. C'est pour ça il faut pas se tromper dans cette vision. Et donc, encore une fois, l'APSF de l'ASA a mis des tableaux comme ça pour presque tous les types de chirurgie, en disant: «Attention, si vous faites ce type de chirurgie en office-based, il faudra absolument que vous appliquiez, ce type de choses». Alors en France, est-ce qu'on a, des réglementations? Olivier nous l'a dit, oui, on a un certain nombre de réglementations. Alors moins lourde que celle qu'il y a aux États-Unis, probablement pour l'instant pas dépendante du nombre de chirurgies parce qu'il y a pas tant d'office-based surgery que ça et ça se fait plutôt sur les indications qu'Olivier nous a montrées. Mais enfin, il y a des recommandations HAS, il y a des recommandations des sociétés, notamment d'infectiologie et cetera, de pharmacie clinique, qui nous disent: «Attention, il faut travailler selon certaines conditions» et en fonction du type de chirurgie qu'on fait, il y a un certain nombre de possibilités d'avoir notamment des traitements d'air, enfin des choses un petit peu particulières, mais qui commencent à coûter un petit peu cher évidemment dans ces conditions. Mais c'est vrai que toute l'office-based surgery n'est pas le canal carpien, quoi. Et à un moment donné, si on veut en faire, tout en minimisant à la fois l'impact, le coût et cetera, il faudra que, on utilise ce type d'installation, en cabinet ou en tout cas, parce que, effectivement, on voit en ce moment des papiers qui sortent là, ça c'est un papier de 2024, en disant: «Voilà, moi je fais de la hand procédure, donc des chirurgies de main, c'est vachement bien, regardez, j'ai les améliorations, j'ai fait tel patient et voilà, mon cabinet de travail». Bon alors, OK, bon, c'est sûr que par rapport aux préconisations qui ont été faites, c'est un petit peu lourd. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je voudrais pas, c'est que tout ce chemin qui a été fait sur, l'office surgery, tout le travail qui a été fait par des collègues comme Olivier sur, attention, faisons attention, on fait les choses, on regarde ce qu'on fait, on essaye de faire les choses bien, ne soit pas, fait que sur des, comment dire? Des envies qui seraient que le wide awake, le WA, ne se transforme pas uniquement without anesthétiste. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même qu'on continue à avoir un œil, sur un certain nombre de patients et qu'on ne mette pas, en office-based surgery des patients qui ont un risque accru, s'ils sont faits dans ces conditions, par rapport à s'ils sont pris dans nos salles de bloc, en ambulatoire ou ailleurs. Je vous remercie.